Bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face consacré à la grippe porcine. Les gouvernements du monde entier s'emploient à réduire l'impact de l'épidémie de grippe porcine qui aurait causé la mort de 150 personnes en 2 semaines au Mexique. Une centaine d'infections bénignes non mortelles ont été recensées à travers le monde. À ce jour, l'Organisation mondiale de la santé a fait passer hier soir son niveau d'alerte de 3 à 4 sur une échelle de 6. Alors, cette grippe d'un type nouveau peut être soignée, nous disent les laboratoires pharmaceutiques, mais personne n'est naturellement immunisé et le fait qu'elle se propage entre humains fait craindre une pandémie. Pourtant, le bilan reste pour l'instant très limité par rapport aux épidémies classiques de grippe qui tuent chaque année entre 250 et 500 000 personnes. Alors, en fait-on trop sur la grippe porcine? C'est la question que nous poserons à nos 2 invités. À commencer par vous, docteur Marc Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de pharmaco-épidémiologie. Vous êtes aujourd'hui face à Jean-Michel Bader, bonjour. Bonjour. Journaliste médical au quotidien Le Figaro qui fait justement sa une sur ces premiers cas de grippe mexicaine en Europe. Alors, est-ce que la grippe porcine est victime d'un emballement médiatique ? Pour l'instant, bien malin qui peut dire l'avenir, mais pour l'instant, je crois que oui. Et on a quand même un antécédent qui est très éloquent, qui est celui de la grippe aviaire, qui a quand même beaucoup occupé de gens, beaucoup occupé d'espace en 6 ans. On nous dit aujourd'hui il y a eu 250 morts, ce qui, à mon avis, est une forte estimation par le haut. 250 morts sur 6 ans, ça fait à peu près 40 par an. Et je voudrais comparer à d'autres chiffres. Par exemple, à l'échelle du monde, il y a 8 millions de personnes, en majorité des enfants et des bébés, qui meurent chaque année de ne pas avoir d'eau potable. En France, qui fait moins de 1% de la population mondiale, il y a chaque année 500 décès par noyade, dont une grande partie d'enfants. Donc il faut relativiser, vous nous dites. Et vous, quand vous faites votre une, finalement, sur cette grippe, vous pensez qu'on en fait trop ou pas assez? D'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de grippe porcine stricto sensu, dans la mesure où l'Organisation mondiale de la santé animale a rappelé hier que le virus n'a jamais été isolé chez l'animal. Donc l'OIE voudrait plutôt qu'on parle de grippe nord-américaine plutôt que de grippe porcine. Alors le journal a utilisé le terme mexicain, ça me convient, mais c'est vrai que on ne sait pas d'où vient ce virus, il reste quand même très mystérieux. C'est-à-dire que on sait qu'il se transmet d'homme à homme, on sait que c'est un nouveau virus. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? Ce sont les Américains qui ont d'abord fait des tests sur des enfants en Californie. Ils se sont aperçus que c'était un virus A. C'était un virus H1N1, mais quand on utilisait des réactifs humains, ça s'allumait pas, ça marchait pas. On a peut-être raison de se mobiliser parce que peut-être que le danger n'est pas bien évalué. Par exemple, quand il dit... Dans un premier temps, ce virus ne correspond pas à un virus de porc. Donc, d'où vient-il? On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas non plus pourquoi les Mexicains meurent alors que les Américains ne meurent pas. Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont un meilleur accès aux soins, des facilités socio-économiques, ou bien est-ce qu'il y a des particularités génétiques dans la population mexicaine qu'il n'y a pas dans la population nord-américaine? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. La séquence génétique, par exemple, du virus a été établie hier. Et donc, les chercheurs, par exemple à l'Institut Pasteur, travaillent là-dessus en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est trop tôt pour dire. Oui, alors bon, ces morts mexicains, d'abord, ils sont quand même un petit peu mystérieux. Le Mexique n'est pas un pays modèle de transparence au niveau sanitaire. Il l'a pas été là-dessus, vous dites ? On n'en sait rien, on n'est pas allé les voir, on n'est pas allé les autopsier. Je voudrais aussi faire remarquer que, parce que ça a été beaucoup oublié avec la grippe aviaire, on peut avoir le virus de la grippe XYZ et mourir en passant sous un poids lourd, en se faisant assassiner par son partenaire, etc. Donc, si vous voulez, moi j'attends de voir un peu les résultats enfin, je suis quand même un peu perplexe sur cette question des morts exclusivement mexicains. Mais ce que je constate, c'est que dans l'histoire de la grippe, la grippe, c'est pas une maladie banale, en effet, c'est pas une maladie bénigne comme ça. Mais le risque de mutation, le risque de pandémie, il a été constant. Tous les ans, on voit des choses qui changent. Tous les ans, on peut être inquiet. Est-ce qu'il n'est pas multiplié par les voyages, multiplié par l'économie? Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à avant où on n'en parlait pas? C'est qu'aujourd'hui, on prétend avoir des médicaments préventifs ou curatifs. Donc, la bonne question qu'il faut se poser en parallèle de est-ce qu'on en fait trop, c'est si on en fait trop, à qui ça profite?
Vous dites les laboratoires pharmaceutiques, c'est ça? Je pose la question. Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des virus. Le porc est un laboratoire absolument formidable et le meilleur bioterroriste au monde, c'est la nature. Et donc le porc est capable, et nous partageons avec le porc quantité de virus de grippe. D'ailleurs, on se demande si le virus de la grippe espagnole en 1918, il n'a pas été transmis par le porc à l'homme. Et 30 millions en Europe quand même. Non, 20 millions, pas 30 millions. Ou alors, est-ce que c'est le contraire, l'homme qui a fini par rendre positif le porc? On n'a jamais eu de réponse à cette question-là. Donc, mais ce que l'on sait, c'est que partout dans le monde, y compris en Asie du Sud-Est, le fait que cet animal soit capable de réarranger des gènes de virus aviaires, de virus humains, de virus de porc. Est-ce que ça arriverait aujourd'hui des millions de morts comme ça, ou est-ce qu'on est mieux équipé? Alors on parlait évidemment des médicaments. Aujourd'hui, j'en sais rien, et je pense que personne ne le sait. Si vous voulez, je crois qu'en 1918, bon, moi je ne suis pas virologiste, je crois que tu ne l'es pas non plus. Je crois qu'on peut faire une parenthèse, c'était la fin d'une guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que l'état sanitaire des populations était brillant. Bon. Mais sinon, bon, il faut bien voir qu'une grippe, quelle qu'elle soit, il y a quand même une morbidité, c'est-à-dire des gens qui meurent, bon, mais qui sont justement, c'est ça que la presse ne fait pas ressortir, c'est qui sont des populations à risque. Quand vous faites la grippe, bon, ça vous arrive une fois tous les 10 ans, vous dites, bon, bah, je vais me refaire mon immunité, vous n'êtes pas mort de trouille. Donc, à partir du moment où vous allez passer à une pandémie, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de gens, mécaniquement, de toute façon, vous allez avoir plus de victimes. C'est-à-dire, imaginez que on estime à la louche la mortalité de la grippe à environ 1 pour 1000. Donc, si vous avez 3 millions de personnes qui font une grippe gentille, vous allez avoir, que je fasse pas de bêtises en calculant, 3000 décès. Si vous en avez 3 milliards, comme ça peut arriver au cours d'une pandémie, vous allez avoir 3 millions de décès, évidemment. Mais ça va être les mêmes. Ça va être les personnes âgées, les sujets malades, etc., etc. Donc, alors certes, on peut aussi envisager que cette grippe-là va être plus sévère et va frapper plus les jeunes, etc. Mais là, on est en pleine épidémiologie fiction. Une grippe